premier projet à l'honneur cette année, Télémed, dans son développement au Kyrgyzstan. C'est une solution qui permet à des médecins généralistes qui sont parfois très éloignés des hôpitaux d'avoir accès à des spécialistes grâce à leur smartphone ou à des tablettes. Télémed est un projet qui est mené en partenariat par les autorités du Kyrgyzstan et une ONG indienne. Et l'on découvre tout de suite ce projet en images. In order to access care without telemedicine, the children have to travel distances, sometimes hours, 7, 8 hours, sometimes days to even reach a secondary or tertiary care hospital. Through telemedicine, we aim to bring this care, bring this expertise to their local family doctor. For the primary healthcare doctors, you just need a tablet or a phone and an internet connection. The app also works offline. It's very easy. The family doctors use it in their clinics or during the home visits when they travel. And the specialist whom with they are connected, again, they can just work from their desktop or their phone. The doctors are able to provide this treatment to the children in their villages, in their locality. So it really empowers them and builds their capacity to be able to connect to a specialist, get that expertise at a local level and disseminate it with, to the children and the parents and the caregivers. The telemedicine is not just, like a phone call between a doctor or a patient. It's an entire system of electronic health records. So digitization is what changes in the health care system. Voilà, très beau projet qu'on peut applaudir. Et pour recevoir ce prix, ils sont tous les trois venus de très très loin. Tout d'abord depuis le Kyrgyzstan. Et l'on remercie très chaleureusement Vitaly Choumatchok qui est chez nous, qui est avec nous, qui va me rejoindre sur cette scène, qui est directeur général du centre de e-santé au Kyrgyzstan. Il est accompagné d'Azadbet Mamad Kerimov, qui est directeur des systèmes d'information pour le centre de e-santé. Je les regarde, je les cherche tous les deux d'images. Venez me rejoindre, voilà, venez me rejoindre. Please come here on stage with me. Pour recevoir ce prix, on peut les applaudir, eux qui ont fait le voyage depuis très très loin pour être présents ici aujourd'hui à Lavore. Il va nous rejoindre également Viba Baroud qui arrive d'Inde, qui est directrice des programmes chez IntelliHealth, qui va pouvoir aussi me rejoindre. Viba, voilà, sur cette scène. Restez debout, please remain up. Je vous donne aussi également des micros, voilà, à chacun d'entre vous. Première question, voilà. Pour vous, restez avec moi. Première question pour vous, Vitaly Choumatchok. Simplement votre sentiment, tout d'abord, d'être ici, d'être venu du Kyrgyzstan ici pour recevoir ce prix. Quel est votre sentiment face à ce prix? Sorry, can you please repeat? Yes, I just wanted to ask you what you're feeling today, because you came from Kyrgyzstan here to be here in Lavore with us, to be awarded and receive this prize. So what's your feeling today? Good feelings. Alors je me sens bien. C'est une bonne illustration du théorème. Normalement, on a des courtes questions et des courtes réponses. Là, on est allé droit au but. Question également toute simple. Que change aujourd'hui ce projet et ce système pour les zones concernées au Kyrgyzstan? Ce système a été mis en œuvre dans 5 régions de notre pays. Considering that our country is mountainous, certaines des régions sont relativement montagneuses, des régions qui sont difficiles à atteindre. Et donc,
cette solution the important impact of a eu un impact significatif quant à l'amélioration de l'accès aux soins. Ça a permis public access to healthcare. Ça a permis au public de mieux accéder aux soins de santé. Vous envisagez aujourd'hui d'étendre ce projet à l'ensemble du pays? Yes, we have prepared and Oui, nous avons l'intention de développer par ailleurs. Nous avons écrit au gouvernement, after nous avons décrit le service et une fois que nous aurons l'approbation by state body, authorization. Une fois que nous aurons l'approbation gouvernementale, We are going to make a plan, action plan, nous allons élaborer un plan d'action expand visant services. à développer, à étendre ces services à la totalité du pays. Qui avait développé cette solution depuis l'Inde, mais aussi on a vu que dans le reportage elle est présente dans d'autres pays, en Inde déjà, en Syrie, aux Philippines. Est-ce que vous avez beaucoup d'adaptations nécessaires pour vous adapter d'un point de vue linguistique, culturel, process à chaque pays? Yes, so each country, Dans chaque pays, dans chaque communauté, il y a des défis différents et il y a des obstacles à l'accès qui sont aussi différents. Et donc, il est nécessaire d'avoir une solution qui répond aux besoins locaux. Et ayant dit cela, il faut bien sûr que la technologie, finalement, il n'y a pas tellement de personnalisation. Ce n'est pas non plus des mois de développement pour pouvoir mettre en œuvre dans différents endroits. Donc, au final, nos solutions ont une architecture telle qui permet de les configurer, de les localiser beaucoup plus rapidement et facilement. Et donc, pour les maladies non communicables, pour ce qui est du soin de la mère et de l'enfant, pour que ce soit plus accessible à ces groupes, nous avions besoin de ces solutions qui soient donc localisables en termes de langue, en termes de culture, et aussi permettre aussi que ça soit plus accepté par les prestataires de soins et les patients. De votre solution technique au Kyrgyzstan, est-ce que vous pouvez nous donner juste 2 ou 3 exemples d'adaptations qui ont été nécessaires pour s'adapter au système de santé? in Kyrgyzstan. Au Sure. Kyrgyzstan, While oui. we were implementing this, Quand on a mis en œuvre ce projet, on a dû s'assurer clinical protocols que les protocoles cliniques étaient bien adaptés aux petits-enfants avec une situation de handicap. Donc, on a élaboré un protocole spécifique aux patients ayant, par exemple, une paraplégique ou avec différentes pathologies. Donc, on a tenu compte de ces protocoles, on les a adaptés au flux de travail, de manière à ce qu'ils s'intègrent au flux de santé, et il a bien sûr fallu localiser en russe. Mais vous savez, dans cette configuration, ça ne prend finalement que quelques semaines. Ce n'est pas un processus qui prend des mois ou voire des années. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons pu, assez rapidement, être déployés dans 5 régions et on veut se déployer plus loin. En quelques semaines simplement. En quelques mots, quelles opportunités aujourd'hui de développement pour votre plateforme technique? Est-ce que vous avez d'autres pays en ligne de mire face à vous? Yes, we are already Oui. working with, Nous travaillons déjà avec la Syrie, les Philippines, le Kyrgyzstan. En Inde, nous avons des projets multiples. Et je pense cependant, the world knows the importance of telemedicine. je pense que le monde a bien compris l'importance de la télémédecine. La pandémie du Covid nous l'a aussi bien montré. It's not more towards La question, c'est plutôt une question non seulement d'opportunité, mais aussi de rapidité de mise en œuvre. Quand on revient à la discussion du panel, c'est vrai qu'on a parlé de la technologie qui se développe à la vitesse de la lumière. Et aujourd'hui, ça devient notre responsabilité de tirer le meilleur parti possible de la technologie. Le domaine de la santé, finalement, il faut qu'il soit accessible au plus grand monde. Tous les 3 pour ce prix. On va peut-être se lever. Maybe we can stand up.
to receive the prize. Et c'est Jai Ganesh qui va nous rejoindre du groupe d'experts de la Fondation Pierre Fabre et surtout directeur exécutif d'AIN. Je vais vous donner un micro, Jai, et je vais vous donner le prix, surtout le plus important, à remettre à Télémètre KG. Voilà. Peut-être est-ce que tout le monde peut se lever. Voilà, please come, stand up and come next to me. Jai, juste en quelques mots, pourquoi ce choix de prix pour Télémètre KG? L'un des critères qui étaient les nôtres pour évaluer les projets, c'était le contexte, de savoir si la télémédecine était pertinente dans le contexte. Et là, dans le cas du Kyrgyzstan, on l'a bien vu, la topographie est montagneuse, il y a une faible densité de population et une partie de la population est une population nomade. Donc avoir des infrastructures en dur, ça ne convient pas ni à la topographie ni au mode de vie. Et donc la télémédecine est du coup très pertinente. Par ailleurs, nous avons eu aussi un fort engagement et un bon appui du gouvernement et du ministère de la Santé. Nous avons eu des interlocuteurs qui étaient très à l'écoute. Le gouvernement a aussi identifié un certain nombre de zones stratégiques et des cibles stratégiques, notamment celles des enfants avec handicap. Si je me souviens bien, lors de l'évaluation, on avait 1,3% des enfants qui avaient un handicap qui aurait pu être prévenu. Et il y a 6,5 millions d'habitants dans le pays. Donc la proportion, quand même, elle est significative. Et donc, on a un rapport de 1 spécialiste pour 18 000 patients au Kyrgyzstan. Donc, je pense que vraiment la télémédecine a un vrai apport. Donc, les critères, c'était ça. C'était l'appui, l'implication politique, qui est très fort. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter au projet pilote. Il faut ensuite passer à l'échelle. Et si on ne mesure pas les résultats, on ne peut pas ensuite les évaluer, on ne peut pas les améliorer. Et donc, avec l'appui de la Fondation, je pense que l'appui de la Fondation Fabre va permettre de faire une évaluation et permettra probablement justement le passage à l'échelle. Je me souviens qu'il y avait des représentants de la Fondation qui étaient là lors de l'évaluation. L'idée était aussi d'avoir un système d'identification, de faire un lien entre le système et le système d'identifiant unique qui est utilisé dans le système de santé au Kyrgyzstan. Donc ça, ce sera une étape supplémentaire. Donc il y a une vision par le pays, il y a une vraie pertinence. Il y a la remise de ce prix aujourd'hui, mais ça ne s'arrête pas là. À ce prix, la Fondation va aussi apporter un soutien à ce projet. Qu'est-ce que vous allez apporter de manière concrète ? L'appui que nous allons apporter, c'est surtout pour l'évaluation et le suivi du projet. Parce qu'on veut ensuite générer un cercle vertueux avec davantage de bailleurs de fonds qui vont rejoindre le projet. Et puis ensuite, on veut avoir un déploiement à l'échelle du pays. Donc, il faut considérer ce prix comme une subvention, comme une enveloppe, mais il y en aura d'autres. L'UNICEF, par exemple, se promet d'appuyer le projet. Donc, ça va lancer la pompe, si vous voulez. Et on va mettre en œuvre tout ce que l'on peut pour que le pilote ne reste pas un pilote, passe à l'échelle et qu'on ait vraiment un programme de télémédecine à l'échelle nationale. Donnez-moi le micro et on va prendre quelques photos en même temps. Allez-y. Et on peut les applaudir. Thank you. It's truly an honor. Merci, c'est vraiment un honneur de recevoir ce prix de l'Odès et Pierre Fabre. Je voulais remercier le ministère de la Santé qui a été un partenaire proactif, qui a fait en sorte que ce projet va atteindre la population. Merci aussi à l'UNICEF. Et je voulais aussi remercier les patients et les médecins qui utilisent nos services parce qu'ils ont été vraiment impliqués. Et c'est aussi à l'aune de leur satisfaction que l'on mesure la réussite de notre projet. Nous avons une responsabilité et nous nous engageons à utiliser ce prix pour avoir un plus grand impact. Merci à la Fondation Pierre Fabre pour votre engagement. Merci d'avoir reconnu nos efforts et ensemble, on va faire en sorte que le monde soit plus équitable et un meilleur accès à la santé.
Vitaly, voulez-vous ajouter quelque chose? Would you like to add something? We agree with WIPA and we say Nous sommes très honorés de ce prix et nous souhaitons formuler nos remerciements à la Fondation Père Fabre qui nous permet your support. d'avoir cet appui. Et donc vraiment, tous nos remerciements. Sit here. Le deuxième projet mis à l'honneur ce matin, c'est le projet FetoSense, qui est un système de télésuivi des grossesses à risque. Il a été imaginé par une société indienne, CareNX, qui se développe en Asie, qui se développe également en Afrique. Et on découvre tout de suite ce projet en images. FetoSense basically measures fetal heart rate, then fetal movements, uterine contractions, mother's heart rate. If it is a twin baby, then twin baby's heart rate. We used domain knowledge, clinical expertise, as well as our competency in computer science to develop this algorithm and scoring system, which automatically analyzes the test data and produces the score. Out of these 300,000 patients, 52% of the patients who were into fetal distress have got diagnosed early on. And out of those early identified patients, almost 33% of the patients have escaped from high risk. So this is a remarkable impact that we could achieve just because of proliferation of fetal monitoring. Voilà, le projet FetoSense qu'on peut applaudir. Lauréat 2023 de la Fondation Pierre Fabre. Et va nous rejoindre tout de suite pour recevoir ce prix. Aditya Kulkarni, qui est cofondateur de CareNX. Voilà, venez me rejoindre sur scène, Aditya, qu'on peut applaudir. Et qui est venu avec sa mallette FetoSense. Voilà, je vous donne un micro. Ok, bah. Montrez-nous alors un petit peu ce qu'il y a dans votre valise magique, qu'on comprenne un petit peu mieux. Can you tell us just you have in your magic suitcase here? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre petite boîte? Donc, c'est un dispositif qui sauve des vies. Comme vous pouvez le voir, c'est une technologie qui est portable. Initialement, on avait déjà des dispositifs de monitoring fœtal, mais ils étaient souvent beaucoup trop lourds ou ils avaient besoin d'être connectés au réseau. Une fois que vous avez un dispositif qui est portable, qui est compact et qui fonctionne sans être branché au réseau, vous avez déjà un logiciel, un matériel qui est beaucoup plus utilisable. Par le passé, on avait beaucoup de subjectivité interpraticien parce qu'il y avait une impression sur le papier de l'ECG. Maintenant, il n'y a plus cette limite puisqu'on a l'ECG directement à l'écran et donc on a les résultats en temps réel ici sur la tablette. Donc la prise de décision est du coup facilitée, beaucoup plus fiable et à ce moment-là, on peut adresser très précocement la patiente au besoin. Il y a quelques instants sur l'importance du passage à l'échelle. On a vu comment ce projet que vous avez développé en Inde aujourd'hui s'exporte dans de nombreux pays, que ce soit en Asie ou en Afrique. Comment est-ce que vous arrivez à vous adapter à ces spécificités locales? Sure. One of the questions. L'une des questions lors de la mise à l'échelle, c'est la question de la démographie et des différences démographiques. Le professeur Allion a mentionné dans sa présentation que l'on doit avoir des données locales pour ensuite pouvoir entraîner
l'IA. Pour nous, ça a été un petit peu plus facile parce que nous avons des données qui sont monodimensionnelles. On n'a pas des images. Donc, on a beaucoup de données qui sont aussi disponibles en ouvert. Donc, on s'est appuyé sur ces données internationales pour avoir quand même encore une bonne fiabilité. Ensuite, on a besoin de localisation en termes linguistiques, aussi pour comprendre comment fonctionne le dispositif. Et puis ensuite, on a des choses qui sont quand même très universelles. Notamment, c'est un dispositif qui est quand même très convivial. Et donc, aussi bien du personnel formé que peu formé saura utiliser le dispositif. Donc, il est suffisamment simple, suffisamment convivial pour être utilisé aussi en première intention. Et donc, c'est vraiment facile à adapter. 2023 va nous rejoindre Sarah Le Sceau de la Fondation de l'Avenir. Sarah, voilà. Venez nous rejoindre, qu'on peut applaudir également. Je vous donne un micro. L'occasion d'ailleurs, avant de remettre ce prix, Sarah, de rappeler qu'on a un vieux partenariat de vieille date déjà entre la Fondation Pierre Fabre et la Fondation de l'Avenir. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Tout à fait. Donc, la Fondation de l'Avenir a pour vocation de soutenir la recherche médicale appliquée au bénéfice des patients, et ce depuis près de 35 ans. Elle a été créée en 1987 par la Mutualité française et elle a pu soutenir plus de 1400 projets. Depuis 2017, donc la Fondation Pierre Fabre et la Fondation de l'Avenir sont partenaires dans le Fonds Avenir Santé Numérique, qui est un fonds qui est dédié à la promotion de l'innovation en santé numérique. Et bien sûr, depuis plusieurs années, la Fondation de l'Avenir soutient les prix de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud pour construire la santé de demain en apprenant de l'expérience des pays du Sud. Et cette année, nous sommes très fiers de pouvoir remettre un prix d'Anka-Kerenex, qui est représenté par le Dr Kulkarni, sur le projet Phytosense. Ouais, qu'est-ce qui a séduit dans ce projet? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? La Fondation de l'Avenir, donc parmi les projets soutenus, a à cœur de soutenir des projets en e-santé, notamment des projets qui utilisent l'intelligence artificielle. Comme ça a été souligné à de nombreuses reprises ce matin, c'est une base précieuse pour des outils connectés qui vont pouvoir servir d'aide aux décisions des médecins. Et le projet Phytosense, dans ce sens, nous paraît tout à fait aligné avec les valeurs de la Fondation de l'Avenir. C'est un outil qui utilise l'intelligence artificielle et qui représente une solution clé en main qui va permettre de pouvoir réduire la mortalité infantile dans des régions aux ressources limitées, qui, comme ça vient d'être souligné, ne nécessite pas de consommables particulier et va pouvoir être aisément utilisé sur le terrain, et a déjà permis de rendre un examen essentiel, accessible au plus grand nombre, en détectant la détresse fétale chez de nombreuses femmes et en évitant des accouchements prématurés. Voilà le beau prix à remettre à Sarah Le Sceau pour la société Kerenex. Ouais, je vous prends votre micro si vous voulez. Je vous laisse remettre le prix et on va en profiter pour faire quelques photos et on peut les applaudir pour ce prix remis à Phytosense, donc lauréat 2023 de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Merci à tous les deux. Asseyez-vous ici. On va se prendre les quelques dernières minutes avant d'aller déjeuner, parce que je suppose qu'il va certainement y avoir des questions. Oui, pardon, excusez-moi. Sure. So I just want a couple of minutes. Oui, je voulais juste prendre quelques minutes. Tout d'abord, ce prix n'est pas que pour moi ou que mon entreprise, c'est pour toutes les personnes qui ont soutenu le projet. On a plus de 1000 hôpitaux qui utilisent le dispositif au quotidien. On a plus de 2000 femmes chaque jour qui sont dépistées et on a pu sauver des vies sur le terrain. Donc, je veux aussi dédier ce prix à toutes les personnes qui ont contribué au projet. Moi, je ne suis que le représentant et vraiment, il y a aussi beaucoup de remerciements et de reconnaissance qui vont à toutes les personnes impliquées. Merci beaucoup à la Fondation Pierre Fabre de nous avoir soutenus. Adilkia qui est venu de Bombay, de Mumbai pour recevoir ce prix aujourd'hui à Lavore. Et je vous disais, il nous reste juste quelques minutes avant de faire notre pause déjeuner. C'est l'occasion, si vous avez des questions, des remarques à poser à nos lauréats, écoutez, de prendre la parole. Et j'invite aussi les internautes à en faire de même. Si vous avez des questions, des remarques, adressez-les tout de suite. Il nous reste 2-3 petites minutes. Je ne sais pas s'il y a des mains, des bras qui se lèvent dans la salle, ou des commentaires, ou des félicitations, des appréciations à faire. This question is to Aditya. C'est une question pour Aditya. Quel est le pourcentage de composants ont pu être sourcés localement? Et ensuite,
annual maintenance contract? Qu'en est-il de la maintenance? Est-ce qu'il y a un contrat de maintenance annuel? Parce que j'ai déjà vu beaucoup de dispositifs où parfois on a l'adapteur secteur qui grille et puis à cause d'un petit problème comme celui-ci, on a un dispositif qui ne fonctionne plus. Donc ce kit, ça veut dire qu'il y aura quand même de la maintenance. Donc est-ce que vous avez déjà un programme intégré pour le suivi à long terme? Excellente question. Vous savez, une fois qu'on développe une innovation, il faut l'amener aux clients, aux patients, et c'est un défi en soi. On l'a appris par l'expérience. Pour ce qui est du produit, le soutien au long cours est essentiel. Et dans nos pays, au bout d'un moment, quand le dispositif a été utilisé par de nombreux usagers, certains aspects vont peut-être se dérégler. Et c'est ce qu'on a avec notre dispositif. Alors, la raison pour laquelle il est si petit et si modulaire, c'est que si certains composants ne fonctionnent plus, grâce au logiciel, au lieu de devoir réparer, on enverra directement le composant défectueux. Donc, on a un système de maintenance annuel qui permet de remplacer de manière illimitée les composants. Donc, pour les gouvernements, ils exigent qu'il y ait un contrat de maintenance d'au moins 5 ans. Et donc, on a un contrat selon lequel, même si certains composants s'abîment ou deviennent défectueux, ils seront remplacés sous 8 jours. C'est la garantie que l'on offre aux consommateurs à l'hôpital. Quand on déploiera dans d'autres pays, on fera un partenariat avec des fabricants locaux ayant un bon réseau dans le milieu de la santé. Et donc, c'est nous qui les aiderons à ensuite faire la maintenance. Donc, du coup, le service pour le client final, il reste inchangé. Et c'est vrai que c'est très important parce que c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, il y a de nouveaux problèmes qui apparaissent, ceux auxquels on ne pense pas forcément au départ. D'autres questions, monsieur? Oui, merci. Et je remercie aussi tous les intervenants. Je rejoins ma voix aux autres pour un petit peu féliciter l'organisation de la conférence. Mais ma question, c'est justement pour savoir un peu, c'est vrai que c'est des dispositifs qui sont adaptés en Asie et forcément, je ne sais pas, est-ce que les réalités doivent être les mêmes en Afrique? Par exemple, moi, je viens du Tchad, je m'appelle Nassir Idriss, je coordonne le programme national santé numérique. Chez nous, il y a un bon nombre de femmes qui accouchent césariennes et puis il y a beaucoup aussi de femmes qui font de fausses couches aussi. Ça, c'est la réalité chez moi. Donc, si par exemple, on arrive à trouver des partenaires qui vont nous accompagner pour pouvoir déployer ce dispositif. En Afrique, généralement, il y a le problème de l'Internet, il y a le problème des connexions. Comment vous avez préconisé, par exemple, adapter dans un contexte qui est un petit peu différent de l'Asie? Je vous remercie. Sure, that's a very good question. Excellente question, encore une fois. Vous savez, il faut travailler dans les deux sens. On essaie de mettre à l'échelle et d'utiliser dans d'autres pays. Mais c'est vrai que parfois, quand on n'a pas un partenariat, où on n'a pas forcément la capacité de mettre à l'échelle, on n'a pas forcément pu le faire. Vous avez parlé des fausses couches et vous avez parlé de la prématurité. Au début, j'ai mentionné une étude que nous avons menée de manière à réduire le taux d'accouchement prématuré. Quand vous avez un outil comme celui-ci sur le terrain, vous pouvez faire du dépistage à la demande au moment où l'accouchement est imminent. Vous pouvez aussi avoir, vous le savez, des cas où on peut prolonger, différer l'accouchement de quelques jours. Et des fois, les quelques jours permettent au fœtus de se développer et d'être plus viable à la naissance. Donc, les décisions qui sont prises sur la base de ce dispositif permettent aussi de réduire le nombre de césariennes. Et donc, ça a eu un impact en Inde. Il pourrait y en avoir dans d'autres pays. Donc, en effet, on voudrait répliquer cela en Afrique parce qu'on comprend que le contexte est quand même similaire, aussi en Asie du Sud-Est, mais notre organisation est petite, donc on ne l'a pas encore fait. Mais si vous avez un bon réseau, si vous avez un appui, nous, on est prêts à avoir un partenariat avec vous. Donc, c'est vraiment l'avenir. Merci beaucoup, merci à tous les lauréats. Félicitations, on peut les applaudir une dernière fois. Hop, 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 hop. Ah, il y avait une toute dernière alors. Allez, en deux petites... Non. Allez, en deux petites minutes, une toute dernière question, allez-y. Et puis après, merci à la pause. Merci beaucoup. Je vais faire rapidement aux deux créateurs de start-up.
Actuellement, en Afrique, on est en train de regarder comment créer un écosystème qui pourrait favoriser l'émergence des nouvelles startups utilisant l'IA pour la santé. Et j'ai des questions que je pose toujours aux créateurs de startups qui arrivent à scaler ou à ce moment-là. Quel est le moment décisif dans votre parcours de l'idéation, de la création de l'idée jusqu'à aujourd'hui, qui a fait que votre startup aujourd'hui est capable de scaler? Ou est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une connaissance? Est-ce que c'est de l'argent? C'est quoi exactement qui a fait que votre startup est passée à travers les mailles de filet de l'échec? So I'll go first. Alors, je vais commencer. De mon expérience, certains critères sont plus ou moins importants, mais ce qui compte le plus, c'est la satisfaction du client. Le client lui-même, c'est lui qui définit les demandes, ce qu'il veut de la part du produit. Et donc, quand ils sont proactifs, quand on les écoute, ils sont très contents et ça facilite la vie de tout le monde. Donc, pour nous, je pense que c'est le critère le plus important, surtout quand on est une start-up. Vous pouvez avoir des financements par différentes organisations, vous pouvez avoir des prix, vous pouvez avoir de la reconnaissance, vous pouvez avoir tout ça. Mais tant que vous n'avez pas la satisfaction de l'usager final, rien ne compte. Et ça, on l'a appris un peu à la dure, parce que au final, quand on établit un projet, parfois on perd de vue le terrain, mais vraiment, le meilleur critère, c'est la satisfaction client. Je pense, donner mon accord à ce qui a été dit précédemment. Ce qui compte, c'est bien sûr le patient et que le patient aille mieux et aussi que les praticiens qui utilisent nos technologies soient satisfaits, qu'ils acceptent aussi la télémédecine comme une forme d'administration du soin. Avant le Covid, c'était difficile de convaincre les prestataires de santé et les médecins, de les convaincre que la e-santé, c'était une autre manière de faire du soin. Mais le Covid, ça a été l'épreuve du feu et depuis, évidemment, on n'est pas revenu en arrière. Il faut aussi qu'il y ait une modification de l'écosystème. Je pense qu'il faut aussi se concentrer sur les praticiens et sur les patients. C'est vraiment la clé. Et sur ce thème passionnant, on pourrait rester des heures et des heures et des heures parler. On va faire un petit break, un petit arrêt à l'issue de cette première partie donc, de la conférence d'observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Les travaux ne s'arrêtent pas là, puisque bien sûr, vous savez que cet après-midi, on va continuer à parler notamment d'éthique et de droits humains face à l'intelligence artificielle. On découvrira aussi les autres lauréats de l'Observatoire cette année et puis la position de l'Organisation mondiale de la santé sur ce sujet. On se retrouve donc après la pause déjeuner, c'est valable aussi pour les internautes, à 14h20 précis, s'il vous plaît, heure de Paris, 13h20, temps universel. À tout à l'heure.